Salut les amis, bienvenue sur Bérangère Cycling Concept, nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va faire cette fameuse vidéo de foire aux questions. Donc je vous avais demandé de me poser toutes vos questions relatives au Bikeman, tout ce qui vous passait à l'esprit, toutes vos interrogations par rapport à la préparation en amont du Bikeman, par rapport à la façon dont je l'ai géré, etc. Vous avez été assez nombreux à me poser des questions, donc voilà, enfin aujourd'hui j'y réponds. Faut voir aussi qu'effectivement avant le Bikeman, j'ai moi-même fait à peu près tout YouTube pour avoir les réponses à mes questions. Je n'ai pas forcément trouvé tout ce que je recherchais. J'espère qu'en tout cas dans cette vidéo, vous aurez les éléments de réponse que vous recherchez et qui vous permettront peut-être de vous orienter vers ce type d'aventure également. Alors comment j'ai procédé? En fait j'ai rassemblé donc toutes vos questions, je les ai classées par thème. Et on va y répondre donc en fonction de ces catégories. Du coup aujourd'hui on va parler de stratégie sommeil, on va parler ensuite de stratégie alimentation, on va parler du matériel, du vélo et de ce que j'ai embarqué comme matos. Ensuite on va parler de la préparation en amont. Ensuite j'ai créé une catégorie les questions pratiques pendant le Bikeman et enfin on va parler de l'après Bikeman. La vidéo pourra peut-être être un peu longue, je m'en excuse, mais c'est aussi parce que vous avez posé beaucoup de questions, donc c'est top également. J'essaierai en description de la vidéo de faire des chapitres, et comme ça vous pourrez peut-être vous diriger vers les éléments qui vous intéressent le plus par rapport à d'autres. Donc avant d'attaquer les premières questions, je vous invite à mettre un pouce bleu à cette vidéo, et n'hésitez pas à me remettre des commentaires, j'y répondrai comme d'habitude avec plaisir. Allez, on passe aux premières questions qui concernent donc la stratégie au niveau du sommeil, au niveau de la gestion de la nuit. Et du coup, j'ai eu des questions qui se sont regroupées, notamment Robert, Val et Johan, qui me demandent combien de temps as-tu dormi pendant le Bikeman, à l'arrivée, la nuit, combien de sommeil, in fine, repos hôtel ou bivouac, tu as fait ou pas une nuit à l'hôtel? Alors, si je retrace effectivement comment j'ai géré ces aspects-là, en fait, grosso modo, on est parti le premier jour donc à 5 h du matin et j'ai roulé jusqu'à un moment que j'estimais raisonnable pour moi où je devais m'arrêter. J'avais pas envie de faire une longue distance, ou en tout cas un long temps dès le départ de ce Bikeman. Je voulais pas me mettre en déficit de sommeil d'entrée de jeu. Donc pour moi c'était important de se reposer assez vite. Donc du coup je suis partie à 5 h du matin, mon premier arrêt est tombé à minuit à peu près. En fait ça tombait aussi par rapport au parcours parce que soit je m'arrêtais très tôt, par exemple au CP1 mais il était 18 h 30 donc c'était beaucoup trop tôt pour trouver le sommeil, ou alors je faisais une grosse bascule suivante pour redescendre en altitude et du coup ça me faisait m'arrêter à minuit. En fait pour le coup ça tombait très bien minuit, je trouvais que c'était un horaire qui était tout à fait raisonnable, donc je me suis arrêtée une première fois là. Je suis repartie le lendemain matin à 6 h 12, donc c'était finalement un arrêt qui était assez conséquent. Maintenant, je pense que j'ai quand même du coup bien récupéré, ce qui m'a permis d'aborder la deuxième journée sereinement. La deuxième journée, de la même façon, c'est tombé en fait assez bien. J'ai pu rejoindre le CP2 en fin de journée, donc il devait être peut-être minuit et quart quand je suis arrivée au CP2, je sais plus très bien. Le temps de manger, le temps de discuter un petit peu. Et ensuite de se mettre au lit, il devait être à peu près minuit 45, donc là je me suis endormie quasiment instantanément et je me suis réveillée à 4 h 45 le lendemain matin. J'avais mis le réveil à 5 h mais en fait j'avais envie de faire pipi donc ça m'a réveillée un peu plus tôt que le réveil. Puis j'avais l'esprit qui tournait un petit peu, où je me disais que j'avais déjà bien avancé, donc voilà, j'avais envie de reprendre la route pour continuer cette progression. Donc là j'ai fait encore un arrêt qui était quand même plutôt bon. Et ensuite, j'ai fait un dernier arrêt. En fait, j'étais pas capable de faire une nuit blanche complète pour rejoindre l'arrivée, parce que je suis arrivée à 7 h du matin et j'ai ressenti le besoin de vraiment m'arrêter à un moment donné. Il devait être 1 h 30 du matin peut-être. Et donc là, j'ai fait à peu près un arrêt de 1 h 30 à nouveau, où j'ai super bien dormi, dans des conditions qui étaient assez pourries, mais j'ai super bien dormi. Et ça m'a permis donc de rallier l'arrivée dans un état, en tout cas, assez agréable. Du coup, vous me demandiez si j'avais beaucoup dormi ensuite après l'arrivée. En fait, le lendemain, donc je suis arrivée à 7 h, le temps de se doucher, j'étais aussi dans le move du truc. J'ai dû fermer les yeux 5 minutes à l'heure de la sieste, mais bon, il y avait du bruit, ça m'a réveillée, puis en fait ça a presque suffi. Et ensuite, je me suis rendormie le soir à 22 h, et là j'ai fait une nuit complète jusqu'à 8 h le lendemain. J'ai super bien dormi. Voilà, je trouve que j'ai bien dormi sur le début du Bikeman, que je me suis mis en déficit de sommeil plutôt sur la fin, et je préfère le faire dans ce sens-là que plutôt mettre le déficit au début et ensuite d'être à la lutte tout le temps et de devoir faire des arrêts
Moi je préfère le faire dans ce sens-là. Si c'était à refaire, je le referais pareil. Du coup vous m'avez demandé, donc effectivement je n'ai pas fait de nuit à l'hôtel. Au départ c'était plus ou moins prévu quand même que j'aille à l'hôtel. Finalement tout était complet, finalement mes arrêts je voulais qu'ils soient quand même assez courts. Donc voilà, ça s'est pas fait, du coup j'ai bivouaqué l'ensemble du temps. Mais je trouve que ça s'est bien passé. Est-ce que je vous conseille l'hôtel ou le bivouac? C'est vraiment difficile à juger, ça dépend de chacun, ça dépend de l'état de fatigue dans lequel on s'est mis, ça dépend des conditions météo, etc. L'hôtel c'est bien, mais ce que je vois aussi c'est que l'arrêt tout de suite il est beaucoup plus long. Je vois qu'aussi que tout de suite on branche nos appareils sur le secteur, et moi perso, si j'ai de la batterie sur mon téléphone, ben je regarde YouTube, je regarde Instagram et je passe un temps fou et je perds beaucoup de temps au lieu de me reposer. Donc voilà, l'hôtel, je trouvais ça bien dans l'idée parce qu'effectivement on est confortable, on est sécurisé et on peut prendre une douche, etc. Donc c'est cool. Mais sur une épreuve de ce type-là, peut-être que le bivouac c'est une meilleure immersion et on perd moins de temps. À voir. Je pense que s'il avait par exemple plus le déluge, un petit hôtel pour attendre que la pluie passe et pour se reposer, je pense que ça n'aurait pas été de refus. Donc du coup, question suivante, vous me demandez finalement avec quoi tu as dormi, parce que tu n'as pas pris ton duvet je crois. Effectivement, j'avais pas pris mon duvet, pourtant j'en avais bien un ultralight et assez compact. Mais finalement j'ai pris la décision de partir avec juste le bivy. Donc le bivy c'est une couverture de survie qui est soudée sur 3 côtés, donc ça fait une couverture de survie qui est fermée. J'avais pris un drap de soie. Et ça m'a suffi. Alors je dis pas que j'ai eu chaud quand même la nuit, parce que la première nuit j'ai quand même un peu grelotté, j'ai un petit peu claqué des dents, à certains moments ça m'a réveillée. Maintenant j'étais habillée complètement donc dans mon bivy j'étais habillée complètement. Et ça a suffi pour être assez confortable. Encore une fois, je sais que certains ont pris leur duvet, ils ne le regrettent pas du tout, certains avaient même embarqué des matelas, pareil ils l'ont apprécié. Moi j'avais pas pris ça. Et ça m'a aussi satisfait. Et pour autant, vous voyez, j'ai assez bien dormi. Enfin, j'ai dormi assez longtemps. Alors que peut-être que les premiers qui dorment vraiment moins, eux, ils l'embarquent pas. Mais c'est parce qu'en plus, ils dorment 4 minutes sur un banc. Et ça leur suffit. Moi, perso, j'ai besoin de beaucoup, beaucoup plus. Allez, on passe à la question suivante. Du coup, Denis, tu me demandes comment as-tu préparé la gestion de la nuit, rouler de nuit, gérer le sommeil? As-tu fait des sorties toute une nuit avant l'épreuve ou pas du tout? Alors j'ai pas fait non de sortie toute une nuit parce qu'en fait je considérais que sortir toute une nuit ça voulait dire en plus d'avoir à récupérer cette nuit blanche, et quand tu travailles comme à peu près tout le monde, quant à la vie quotidienne, donc enchaîner une nuit blanche avec ça aurait été trop compliqué à récupérer, donc j'avais pas envie de le faire. Par contre il y a eu un soir, en fait ça s'est fait un peu de façon impromptue, c'est parce que dans la journée il faisait très 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 chaud. Et du coup, on est plutôt allé rouler le soir. Et donc, on a roulé en fin de journée, donc entre 21h et 23h à peu près. Et là, on a fait donc une sortie en partie de nuit. Et en fait, ça, c'était très bien. C'était un super test parce que ça a permis de valider en plus mes éclairages. Comme vous l'aviez vu sur certaines vidéos, j'avais un cintre particulier, ce qui fait que la fixation de la lampe, j'ai mis beaucoup de temps à la trouver. Finalement, elle est très simple, ma fixation, mais j'ai mis beaucoup de temps à la trouver. Donc ça a permis de valider ce point-là, et donc la sortie de nuit était intéressante sur cet aspect. Maintenant, je regrette pas de ne pas avoir fait de sortie de nuit complète pour les raisons que j'évoque par rapport à la récupération. Maintenant, ça serait pas forcément complètement bête non plus de le tenter, parce que ça permettrait de voir tiens, comment je réagis quand je suis en déficit de sommeil, quand j'ai la fatigue qui arrive. Maintenant, moi, c'est quelque chose, je déteste lutter contre le sommeil, donc je ne suis pas très motivée à le tenter. Alors il y a un point qui était intéressant grâce à cette sortie de nuit, enfin ce petit test, c'est que je me suis aperçue que j'avais effectivement des problèmes de vue de nuit, et qu'il fallait que je trouve un moyen de résoudre ce problème-là, parce que même si on avance à une allure d'escargot sur le Bikeyman, voir clairement où on va, c'est quand même un plus. Du coup, merci Robert Bidochon. Tu as bien relevé la question, puisque tu me dis, dans une vidéo de préparation, tu m'avais répondu que tu n'avais pas l'habitude, et même que ta vue, lunettes, serait un problème. Il semble que non. Donc effectivement, grâce à mon test de nuit, je me suis aperçue donc que ma vue aurait été problématique. Mais ce que j'ai fait, en fait,
Donc sous mes lunettes de soleil, en fait, j'ai un insert de vue, mais du coup, ça, je peux pas le mettre pour la nuit. Et moi, en fait, j'ai pris une vieille paire de lunettes de vue que j'avais, que j'ai foutu dans mes sacoches. Elle craignait rien. Et à chaque fois que la nuit arrivait, je changeais de paire de lunettes et j'avais mes lunettes de vue classiques. Alors, j'étais pas au sommet de la mode internationale top moumoute du vélo, mais au moins j'y voyais clair et pour le coup, c'était beaucoup plus agréable. On passe à la question suivante. Val, tu me dis, t'es-tu arrêté quand tu sentais le sommeil venir ou as-tu anticipé? Te fixais-tu un temps limite d'arrêt et de repos? J'avoue que je l'ai fait un peu, pas à l'arrache, mais que je l'ai fait sans plan préétabli. Encore une fois, je déteste lutter contre le sommeil, donc pour moi c'était important de m'arrêter quand je sentais que j'arrivais au bout de ma journée. C'est pour ça que je me suis arrêtée souvent vers minuit. Je suis jamais vraiment allée plus loin dans la nuit, donc j'ai jamais vraiment eu à lutter contre la fatigue. Donc ça c'est cool, vu que je déteste ça. Maintenant, ce que je craignais aussi, c'était si je m'arrête trop tôt, est-ce que je vais trouver le sommeil? Parce qu'en fait c'est un gros problème. En temps normal, j'ai vraiment beaucoup de mal à trouver le sommeil. Et donc j'avais un peu peur que je m'arrête et que pendant 1h30, j'attende que l'horloge elle passe avant de réussir à vraiment m'endormir. Et en fait sur le bike Iman, c'est cool parce que finalement au bout d'une journée de vélo, puis on est tellement détendu qu'en fait je me suis endormie à chaque fois quasiment instantanément. Donc c'est cool parce que je suis ni allée trop loin et je me suis arrêtée suffisamment tôt aussi. En fait c'était le juste milieu quoi. Donc j'ai pas vraiment géré, j'ai pas anticipé, mais tout s'est bien passé. Maintenant, je me suis pas fixé non plus de temps limite. Peut-être qu'à l'avenir, je m'en fixerai, puisque comme on le voit, la première nuit, je me suis quand même arrêtée 6h, 6h15. Donc c'est énorme. La deuxième nuit, j'ai mangé aussi en même temps, mais j'ai dû m'arrêter 5h30, le temps de repartir. Ce sont des arrêts qui sont vraiment longs et que je pourrais peut-être optimiser. Maintenant, je sais pas si retirer 1 heure de ces arrêts, ça veut dire 1 heure de moins à l'arrivée. Je suis pas convaincue que l'équation elle soit aussi simple. Je sais pas, il faudrait que je le teste. Peut-être, on verra. Passons maintenant à la deuxième thématique qui concerne l'alimentation. Donc j'ai eu pas mal de questions qui se rejoignent un petit peu. Par exemple, Robert, tu me demandes, qu'as-tu mangé? Quelle est ta stratégie pour l'hydratation, de l'eau, des compléments énergétiques, des électrolytes? Qu'est-ce que j'ai mangé? Finalement, j'ai mangé peut-être le plus simplement possible. Avec des aliments que je digérais bien, que j'appréciais. Donc au départ, je suis partie, j'avais des petits pains au lait dans lesquels j'avais mis du jambon et de l'emmental. Je m'en étais fait 4 que j'avais emballés dans du papier d'alu. Je m'étais pris aussi des petits pains au chocolat industriel qui sont aussi emballés de façon unitaire. Donc tout ça, tac tac, j'avais dans ma sacoche de vélo et ça m'a permis de démarrer ma première journée avec ce type de ravito. Je me suis quand même arrêtée à mi-parcours, vers 13h je dirais, pour manger. Du coup j'ai pris un panini jambon emmental, donc vraiment un truc que je digère très bien, qui est assez simple en aliment. Ensuite j'ai remangé au CP1, donc j'ai pris le menu qu'il y avait à base d'un sandwich. Il y avait peut-être une banane je crois, je me souviens plus bien. Mais voilà, j'ai mangé vraiment à chaque fois des aliments classiques. Que je digérais, voilà, c'est vraiment important que je digérais bien. Et en fait j'ai aussi fait en sorte de varier les aliments pour ne jamais m'écœurer. Du coup ces petits pains au lait, ça m'a permis même d'aller jusqu'au lendemain matin, parce que j'en ai mangé un au petit déj, et ça m'a permis de faire tout le début. Ensuite je me suis arrêtée sur la route et j'ai acheté ce que je trouvais. Donc ça a été des pains au chocolat, ça a été un flan, ça a été une part de pizza, j'ai repris un sandwich avec de la dent du chat, puisque quand on arrivait du côté du Bourget du Lac, c'est le fromage local. J'ai pris des aliments de ce type là, à un moment donné j'ai pris une glace parce qu'il faisait vraiment chaud, que ça me donnait envie. J'ai pris des bananes, du raisin, des pommes potes. Voilà le type d'aliments que j'ai mangé. J'avais en cas de survie, c'est le fameux conseil d'Axel Carion sur le sujet, en cas de survie j'avais quand même des aliments, des produits de l'effort, donc des barres Cliff, je ne fais pas de pub, mais des barres Power Bar, des pâtes de fruits Décathlon et des pâtes d'amandes aussi. Et ça, c'était des petits aliments, des petits encas qui me permettaient parfois de varier ou de répondre à une petite envie de sucré. En plus, pour le coup, l'avantage de ces produits-là, c'est qu'ils sont très denses énergétiquement, donc ils prennent pas beaucoup de place. Et ça peut être vraiment le petit truc en plus qui vous permet d'attendre vraiment le prochain point où vous pouvez trouver à manger.
Moi j'ai vraiment cherché à manger des choses voilà, vraiment simples et très digestes. C'était mon point d'orgue. Parce que si vous ne remettez plus à manger dans la machine, vous n'allez pas au bout du truc. Et voilà, faut être vigilant là-dessus et ne pas manger que des trucs, que des merdes qui vous tordent l'estomac, quoi. Au niveau de l'hydratation, de la même façon, donc du coup, c'était important de boire, évidemment. Je pense qu'à la fin, j'ai peut-être eu plus de mal à boire, mais au début, j'ai été vraiment assez rigoureuse là-dessus, donc c'était cool. Et j'ai mis dans mes bidons d'eau, en fait, je m'étais constitué un tube de pastilles, donc j'avais 20 pastilles. Mais en fait, je l'avais constitué avec 4 goûts différents. Donc, c'est-à-dire que j'avais alterné de façon aléatoire le goût. Donc, comme ça, je pouvais changer de... Je pouvais couper l'eau du goût, le goût de l'eau au cours de l'épreuve. Du coup, 20 pastilles, ça voulait dire que j'avais une pastille pour 50 km. Donc, c'est pas mal. J'ai dû en utiliser 14 ou 15 sur l'épreuve. Donc, comme quoi, à la fin, j'ai un petit peu oublié ce que je m'étais dit. Mais c'était voilà, des choses qui étaient très intéressantes à faire. Certains vont trouver que les pastilles c'est trop sucré et ça leur donne trop soif ou trop la bouche pâteuse. Moi je trouve que c'est intéressant parce que ça m'a permis de couper le goût de l'eau et voilà, de continuer quand même et de réussir à m'hydrater. Après ça j'ai bu des milliers de coca que j'ai trouvé aussi sur la route, que j'ai acheté régulièrement. En plus comme il a fait très très chaud, les coca bien frais, moi perso c'est génial sur le vélo, j'adore ça. J'en bois pas en dehors, mais sur le vélo, j'adore ça. Ensuite, j'ai reçu une autre question. C'est très intéressant. Hein. Comment as-tu géré les dépenses énergétiques? Tu t'étais mise en cétose, plus ou moins forcée avant le départ, et donc tu as fonctionné principalement sur tes sucres lents. Cette question elle est super intéressante. Je m'étais un peu penchée sur la question, enfin un peu ou un peu beaucoup même. Malheureusement, sur le sujet de la diététique, il y a toujours un truc où j'ai l'impression de ne pas maîtriser. C'est-à-dire que des fois, j'essaye de pas faire un régime, mais d'avoir une alimentation vraiment soignée. Et j'arrive pas à tenir cette alimentation soignée sur le long terme. J'arrive pas à diminuer ma masse grasse. Je craque facilement. Donc, je sens bien qu'il y a des choses que je maîtrise pas et que j'arrive pas à faire dans le côté diététique. Donc, tu parles de cétose, c'est des choses que j'ai aussi essayé, des régimes entre guillemets cétogènes, mais plutôt low carb que cétogènes, pour pas être aussi strict que ça. C'est des choses aussi que j'ai essayé, des entraînements à jeun et tout, sans forcément en tirer des bénéfices ou à comprendre vraiment les effets que ça faisait sur moi. J'aimerais vraiment progresser dans le domaine, j'aimerais bien trouver des gens qui m'aident là-dessus. En tout cas, les sources que j'ai sur internet ne me suffisent pas, voilà, j'arrive pas à en tirer vraiment les bénéfices dans mes tests. Donc du coup, non, moi pour le Biking Man, j'avais entre guillemets zéro stratégie dans ce domaine-là. Typiquement en plus la semaine avant, j'ai super mal mangé parce qu'en fait je m'étais mis en repos par rapport au vélo. Donc quand on se met au repos, on a plus de temps. Et quand on a plus de temps et qu'on est une nana, eh ben on mange. Donc j'ai mangé plein de cochonneries la semaine avant. Bon, finalement, on voit que ça n'a pas trop porté préjudice sur ma façon de gérer le Biking Man. Maintenant, je pense qu'il y a vraiment une meilleure stratégie à avoir là-dessus, mais je n'arrive pas à le faire. Je ne suis pas assez compétente dans le domaine. Maintenant, la dernière question qui concerne l'alimentation, c'est Benoît, ça rejoint un petit peu les questions précédentes. As-tu pris des barres énergétiques, des gels ou des compléments de boisson au départ? En fait, tu me demandes quelles ont été mes stratégies alimentaires et par effet domino, ma stratégie hydrique. Donc voilà, ma stratégie hydrique, j'avais donc ces fameuses pastilles d'électrolytes sur moi. J'essayais d'en prendre de façon régulière, donc à peu près tous les 50 km. C'était le ratio que je pouvais avoir par rapport au stock que j'avais emporté. L'eau, forcément, j'essayais d'en consommer de façon vraiment très régulière, ne jamais être en déficit d'eau. Ça a été bien pendant 2 jours. Le dernier jour, j'ai eu beaucoup plus de mal à boire. Bon, j'ai quand même essayé de me forcer parce que c'est important. Hein, dès qu'on est déshydraté, la machine, elle marche plus bien du tout. Au niveau donc des stratégies alimentaires, mon idée c'était de grignoter en permanence. Voilà. En plus, je suis gourmande, donc aucun problème. Donc, je grignotais des petites portions de façon régulière, peut-être toutes les 45 minutes, 1 heure et quart à peu près. Et 1 à 2 fois par jour, je faisais un arrêt avec un repas un peu plus conséquent, sans jamais pour autant m'exploser le bide, parce que sinon à digérer c'est compliqué sur le vélo, parce qu'on est un peu plié, donc le ventre il ne sait pas digérer.
En plus, on met plein de pulsations dans la digestion au lieu de les mettre à l'effort physique. Donc je prenais pas des repas gargantuesques, mais je prenais des repas plus conséquents pour recharger la machine. Du coup là j'ai roulé 3 jours. Sincèrement, s'il y avait eu un début de 4e jour, je pense que là j'aurais fait un vrai arrêt avec un vrai repas. Parce que là je commençais à la fin à sentir que les aliments que je mettais dans la machine, eh ben, ils faisaient pas effet très très longtemps. Ou alors c'était peut-être mes derniers aliments, parce que mes derniers aliments en fait c'était un paquet de BN que j'avais quémandé un peu sur la fin. Et peut-être que les BN ça marche pas du tout sur le corps. En tout cas, dès que j'en mangeais un, j'avais tout de suite faim. Donc voilà, peut-être que j'étais arrivée à avoir vraiment bien puisé dans mes réserves et que j'avais vraiment besoin de remonter mon stock d'énergie avec un vrai repas. Je pense que vraiment c'est ce que j'aurais fait si l'épreuve avait duré plus longtemps. Après, du coup, tu parles des gels. Pour moi, c'était 0 gel, niet. Enfin, j'en avais 2 quand même en secours dans mes sacoches, parce qu'en fait tout le monde parle de gel, mais je ne comprends pas l'intérêt des gels sur ce type d'épreuve. Je veux pas vexer les gens qui prennent des gels, mais moi je comprends pas. Comme je dis, donner de l'alimentation liquide à son corps en temps normal, au bout d'une journée, ton corps il dit ça va pas le faire. Alors imaginez de donner des gels qui vous tordent l'estomac et en plus vous faites du vélo. Vous avez besoin donc d'une dépense énergétique. Enfin, je comprends pas. Je comprends pas là-dessus, mais voilà. Je laisse faire les autres là-dessus, mais moi j'en emmène pas, ça ne me sert à rien. Passons maintenant à la thématique. Vous m'avez donc demandé, vous m'avez posé des questions concernant donc mon vélo et le matériel que j'ai embarqué. Fred, tu me demandes, penses-tu que la hauteur de tes roues n'était pas un handicap pour ce parcours? Donc pour rappel, effectivement, j'avais des roues de 50 mm de hauteur, donc c'est assez conséquent, des roues jantes carbone. Typiquement, ce ne sont pas les roues qu'on conseille à quelqu'un de ma taille et de mon gabarit, et encore moins en plus sur un parcours aussi vallonné que le parcours Auvergne-Rhône-Alpes. Maintenant, j'ai aussi fait avec le stock de matériel que j'avais chez moi, parce que j'allais pas non plus racheter beaucoup de matériel juste pour l'événement. Et en plus, surtout, parce qu'en fait, ce profil de roue, moi j'adore, il me convient parfaitement. J'adore les roues qui sont relativement rigides, et y compris en montagne. Il y a eu par le passé, j'avais 2 paires de roues identiques, une 35 mm et une 50 mm. Et sincèrement, même en montagne, je prenais la 50 mm. Voilà, c'est vraiment des préférences. Donc peut-être que ces roues-là peuvent me pénaliser, mais comme en termes de sensations, elles me conviennent, j'étais ravie de les prendre et pour moi, j'ai pas eu de problème avec. Est-ce que je le conseille à d'autres? Je ne sais pas. Encore une fois, il faut vraiment faire ses propres tests et choisir le matériel déjà avec lequel vous avez confiance et qui vous convient. Du coup, Fred, tu m'as aussi posé la question, une cassette en 11-36 aurait-elle pu te permettre de ne pas marcher dans le Grand Colombier? Oui et non. Parce qu'en fait, déjà avec mon 30-30, donc j'avais 30 à l'avant, 30 à l'arrière, avec le 30-30, j'étais capable de passer le Grand Colombier sur le vélo. Sauf qu'en fait, moi, dans la tête, j'étais partie d'entrée de jeu à me dire, je marcherai dans le Grand Colombier, je n'ai aucun problème avec ça. Je n'ai pas enfin je veux dire, dans le règlement c'était pas marqué qu'il fallait faire tout le bikeman sur le vélo, et typiquement quand j'avais vu le profil, je savais que passer le Grand Colombier sur le vélo, ça nécessitait vraiment un engagement physique important, c'est-à-dire d'être en danseuse, de tracter vraiment sur les bras, d'appuyer aussi avec enfin d'être contracté avec les lombaires, d'appuyer fortement sur les cuisses, et moi j'avais estimé dès le départ qu'il était plus intéressant de perdre peut-être 1 minute par rapport sur les 3-4 km. Donc par rapport au fait de le faire en vélo, j'avais prévu d'entrée de jeu de marcher. Donc le 30-30 suffisait, mais j'avais choisi de marcher. Alors forcément un 11-36, bah, j'aurais encore plus facilement passé Grand Colombier sur le vélo. Dans mon idée, c'est que je voulais pas dédier mon matériel à 100% pour ces fameux 4 km difficiles, alors qu'il y en a 996 autres. C'est-à-dire que par exemple une cassette 11-36, c'est une cassette qui est quand même vraiment moins bien étagée qu'une 11-30, fatalement. Et du coup j'allais peut-être m'handicaper, enfin peut-être voire même très certainement m'handicaper pour les 996 autres kilomètres, parce que j'aurais été tout le temps entre dedans, etc. Donc pour moi c'était pas intéressant de passer sur une cassette vraiment différente, juste pour ces fameux 4 km.
Je trouve que marcher dans le Grand Colombier, c'était une très bonne idée, parce qu'en plus, ça m'a permis de vraiment me détendre le dos. Alors, je pense pas que devant, les gens... Je pense que, voilà, dans le classement, j'étais la première à marcher. Derrière, certains se sont vraiment esquintés à le passer sur le vélo. Voilà, c'était pour eux une question de... Pas d'ego, mais bon, c'était une question de, voilà, de volonté ou quoi que ce soit. Moi, je m'en foutais. J'avais aucun scrupule à le faire et voilà, je l'ai fait en plus parce que je l'avais prévu vraiment en amont, donc pour moi, aucun problème à faire ça. J'ai reçu également comme question, en frein à patins, pas trop de risques pour les nombreuses descentes. Alors, parcours du coup 20 000 mètres de dénivelé positif, donc indirectement 20 000 mètres de dénivelé négatif. Moi, sincèrement, aucun problème pour utiliser les freins à patins malgré les descentes et qui plus est aussi pentues. Mais parce qu'en fait, j'ai toujours été comme ça. Alors, je dis ça peut-être parce que aussi j'ai jamais essayé les freins à disque sur route. Donc, peut-être que je changerai d'avis le jour où j'aurai essayé. Moi, sincèrement, j'ai pas de problème avec les freins à patins. Je trouve que ça freine bien. Qui plus est sur jantes carbone et y compris sous la pluie, pour moi, j'ai pas de problème. Je trouve que c'est suffisant. Surtout que je trouve même que le freinage sous la pluie sur carbone est quand même meilleur que le freinage sous la pluie sur jante alu, parce que sur jante alu, il suffit qu'il y ait un peu de dépôt de patin et ça freine plus du tout. Donc pour moi, encore une fois, pas de problème. Maintenant, un conseil à donner, c'est si vous vous sentez mieux avec des freins à disque, foncez, vous prenez vos freins à disque. Vous prenez le vélo avec lequel vous avez confiance. Si les freins à patins, c'est le vélo que vous avez et que ça vous convient, bah vous le prenez, hein, tout va bien. N'allez pas forcément acheter du frein à disque. Mais par contre, si c'est le frein à disque qui vous permet d'être en pleine confiance pour aborder votre événement, prenez-le sans aucun problème. Avec moi, c'est pas plus compliqué que ça. Nicolas, tu me poses la question, que penses-tu de ton vélo maintenant que tu as fait cette course? Alors pour rappel, donc c'est un vélo que j'ai acheté sur la plateforme AliExpress, que j'ai monté cet hiver au départ pour faire du Zwift et pour ne pas suer considérablement sur mon beau vélo. Et puis de fil en aiguille, ce vélo-là, je me suis dit, bah tiens, je vais pouvoir lui mettre des sacoches puisqu'il a quand même une valeur qui est moindre que un vélo haut de gamme. Donc du coup, mettre des sacoches, ça permettait, entre guillemets, de préserver la peinture de mon beau vélo et d'user la peinture de ce vélo-là. Du coup, c'est un vélo donc acheté sur AliExpress. J'ai eu beaucoup de remarques positives sur la vidéo que j'ai faite sur ce vélo dédié. J'ai eu aussi quelques remarques négatives, des gens qui pensaient que ce vélo-là allait se casser en deux au moindre coup de pédale. J'ai eu des remarques, ouais, bah viens me voir dans le Pays Basque parce que là, ton vélo, tu vas voir, ça va pas être la même chose que par chez toi. Bah écoutez, moi, j'ai fait le Bikeman avec ce vélo-là, j'en suis ravie aujourd'hui, il m'a emmené au bout, j'ai eu aucune douleur, il a été irréprochable. Donc du coup, ce vélo-là, il a été vraiment impeccable. En plus, là où je suis surprise du vélo, c'est que j'ai dit que je lui mettais donc des sacoches pour préférer user la peinture de celui-là plutôt que la peinture de mon beau vélo. Et en fait, le vernis de cette peinture, je ne sais pas en quoi il est fait, mais il n'a pas bougé malgré le frottement des sacoches sur le cadre. Je trouve ça impressionnant, il n'a pas un pet et pourtant il a déjà 7500 km. Franchement, je trouve que c'est un vélo d'excellente qualité et en plus son comportement est très agréable parce que pour le coup, je l'ai emmené faire un Bikeman, mais avant ça, il m'a aussi emmené faire des coms dans la région. Alors le but, c'est pas d'être la première sur les segments, mais comme quoi, ça veut dire que c'est quand même un vélo qui est performant aussi. Et donc, pour le coup, je suis vraiment très contente du projet que j'ai mené de bout en bout avec ce beau petit vélo tout droit venu de Chine et qui s'appelle donc Chang. Je vous invite à aller voir la vidéo de son montage si vous ne l'avez pas vue. Elle a eu pas mal de succès. Olivier, tu me poses la question, est-ce que j'ai eu des soucis mécaniques sur le Bikeman? Non, aucun. Ou peut-être juste un petit incident. Alors déjà, j'ai jamais crevé, merci. Je touche du bois pour que ce ne soit pas le cas pour les prochaines fois. Et en termes d'incident, allez, je dirais que j'ai eu un petit événement sur le Bikeman. C'est peut-être à 60-70 km de l'arrivée. À un moment donné, je baisse le grand plateau. Et j'ai deux maillons de la chaîne qui restent collés au grand plateau. Donc du coup, vous voyez bien que tout de suite, ça se passe pas bien dans le pédalage. Donc je m'arrête et là, je lutte pour décoller la chaîne de ce grand plateau. Je me demande qu'est-ce qui se passe, j'avais jamais trop vu ça auparavant. Donc j'enlève la chaîne des deux maillons collés au grand plateau,
je mets la chaîne sur le petit plateau et je repars. Mais en repartant, je sentais bien qu'il y avait... Le pédalage n'était pas très souple et qu'il y avait un problème. Ah, je commence à flipper. En un quart de seconde, je vois tout mon Bikeman défiler. Hein. J'étais quand même plus qu'à 60 km de l'arrivée. Je me dis, mince, c'est pas possible. Je me voyais déjà devoir marcher dans toutes les portions montantes et faire toutes les descentes en position aéro pour aller le plus loin possible parce que j'allais plus pouvoir pédaler. Donc l'esprit va très très vite quand on a ces petits événements. Et puis finalement, donc je m'arrête pour réobserver ma chaîne. Et en fait, je m'aperçois que la chaîne, elle est archi sèche et pleine de petites, petites saletés, du sable, des petits cailloux. On était passé pas mal dans des graviers. Puis sur 1000 km, on ramasse aussi pas mal de saletés. Et du coup, en fait, la chaîne, elle était sale et trop sèche. Et ben, heureusement que j'avais pris une petite burette d'huile. Donc du coup, j'ai sorti ma burette d'huile. Là, pour le coup, j'ai badigeonné ma chaîne. Et ensuite, j'ai pu repartir. Et ça a suffi à résoudre le problème. Donc comme quoi, ça valait bien le coup d'emmener cette fameuse petite burette d'huile, parce que sur 1000 km, le matériel, il souffre aussi. Et voilà. En dehors de ça, par contre, le vélo, impeccable. Tous les changements de vitesse, impeccable. Les freins, impeccables. Enfin voilà, en termes de réglage, tout était nickel. Il n'y a rien qui a bougé. Je suis assez maniaque avec ça. Je surveille toujours de près mon matériel. Et voilà, un conseil à donner, c'est partir avec du matériel réglé au poil. Et ça sera vraiment une chose positive pour que votre Bikeman se déroule sans encombre. Olivier et Alex, vous me demandez, as-tu emporté des choses qui ne t'ont pas servi et quelles sont les choses dont tu ne t'es pas servi s'il y en a? Qu'est-ce que je me suis pas servi? Ben, du coup, le fameux matériel de réparation, ça m'a pas servi, mais tant mieux. Je me suis pas servi de quoi? De mon bas de maillot de bain parce que j'ai pas pris le temps d'aller me baigner, mais en fait, même si je m'en suis pas servi, sincèrement, c'était le petit accessoire qui aurait pu faire une grande différence si j'avais pris un coup de chaud. Parce que pour le coup, on a eu un moment donné, j'avais 40 degrés au compteur. C'était vraiment affreux la chaleur. Et si j'avais pris un coup de chaud, la solution immédiate, c'est de se mettre en maillot de bain, de se foutre dans la première fontaine venue ou le premier lac pour faire redescendre la température, quoi. C'est vraiment le petit accessoire, je regrette pas de l'avoir pris, même si je m'en suis pas servi. À part ça, toutes les fringues que j'ai pris avec moi, je m'en suis servi. Donc vraiment tout, hein, même le pantalon de pluie, alors que moi j'ai pas pris la pluie, mais ça m'a servi de petite couverture coupe-vent supplémentaire. De quoi je me suis pas servi? Je pense que c'est tout, hein, vraiment. Comme quoi j'avais vraiment bien réfléchi mon truc par rapport à ma stratégie générale. Ça veut dire que tout le matériel que j'ai emmené m'a servi et en plus, c'était très important, j'ai manqué de rien parce que ça c'est aussi important. Vous voulez peut-être vous passer un petit vêtement supplémentaire parce que voilà, ça prend de la place dans les sacoches, mais si vous chopez froid dans la nuit, parce qu'il y a la nuit, il y a la fraîcheur de l'endroit où vous êtes, il y a votre fatigue, tout ça c'est des éléments supplémentaires qui font que votre perception elle change par rapport à vos habitudes. Faut pas partir trop minimaliste par rapport à tout ça. Et moi, j'avais trouvé vraiment le juste milieu dans tous les équipements. Donc du coup, il n'y a pas grand-chose que j'ai emmené en trop. Tout a été utile. S'il y a peut-être les 5 batteries de GoPro qui m'ont pas servi, mais des fois, tu comprends pas, la batterie de la GoPro, elle chute en 4 secondes, et puis des fois, elle te fait tout le Bikeman, donc je comprends pas. La prochaine fois, j'en prendrai peut-être pas 5 quand même. Mais bon, j'ai pas de regret d'avoir pris ce petit poids supplémentaire, c'est comme ça. Question suivante, Olivier, tu me demandes si j'ai dû charger mes équipements électriques. Alors le compteur GPS, fatalement oui, parce qu'un compteur, selon les marques, et avec le guidage, il fait entre 15 et 20 heures. Donc là sur le Bikeman, bah oui, j'ai dû le charger. Je les ai pas forcément, j'ai pas forcément bien anticipé ces moments-là, et du coup, des fois, mon compteur, il est tombé en rade d'un coup. Dernière question sur le matériel. Olivier, tu me demandes si mon éclairage était ok. Eh ben ouais, mon éclairage il était tout ok. Donc qu'est-ce que j'avais pris avec moi pour l'éclairage? J'avais une lampe à l'avant. Je suis incapable de dire combien de lux ou de lumen elle faisait parce qu'en fait c'était pas marqué dans les caractéristiques techniques. Encore une fois, c'est une lampe que j'ai achetée donc sur le site AliExpress. Elle a une autonomie donc à tomber par terre. Elle avait 3 modes, un mode clignotant, je m'en suis pas servi, un mode faible que je mettais sur le plat et dans les montées, et un mode fort que je mettais systématiquement dans les descentes pour bien voir. Et en fait, c'était tout à fait suffisant.
En complément, j'avais donc une frontale sur mon casque. Alors c'est une frontale que j'avais déjà premier prix chez Decathlon, qui me servait normalement pour la course à pied quand je le faisais avant le soir de nuit. Donc ça c'était tout à fait suffisant. Maintenant j'ai vu qu'il y en avait qui a des frontales, mais c'était des spots de lumière, et il faut que je me renseigne sur leurs références, parce que pour le coup ça elle me plaît bien, leur frontale. Alors là il faudrait voir aussi l'autonomie puis le prix quand même, mais la frontale elle éclairait au sol de façon super bien, bien mieux que la mienne. Et voilà, si j'avais une petite amélioration à faire, ça serait de passer sur cette gamme là, parce que bien voir la nuit c'est quand même important, même si j'étais déjà dans des bonnes dispositions, mais bien voir la nuit c'est clair que c'est important de soigner cet aspect là. Troisième thématique de questions, passons donc à la préparation en amont du Biking Man. Johan, tu me demandes quelle préparation est recommandée selon toi. C'est une question qui est super dure à répondre, parce que ça dépend de plein de paramètres. Je considère que ça dépend de où tu viens, dans le sens quelle est ton expérience vélo, quelle est ton expérience de l'ultra-distance. Par exemple, certains peuvent venir d'épreuves ultra-distance en trail, ou peuvent avoir l'habitude de faire des treks de longue durée. Donc ça dépend de où tu viens et où tu veux aller. Donc c'est là où c'est hyper compliqué à résumer quelle est la meilleure préparation. Maintenant, je pense qu'il y a quand même des dominantes qui sont importantes dans notre préparation pour le Biking-Man, à savoir qu'il faut être capable d'enchaîner les jours de vélo. Donc, à l'entraînement, il faut être capable de faire 1, 2, 3, voire 4 jours de vélo d'affilée, de supporter l'appui sur la selle, de supporter la fatigue dans les jambes pour continuer à avancer. Donc ça c'est un aspect que je trouve important, et je trouve un autre aspect qui est important, c'est d'être capable de faire une journée complète de vélo. Donc à l'entraînement je dis pas qu'il faut faire 4 jours complets de vélo, mais 4 sorties assez courtes, et être capable d'enchaîner une très longue journée de vélo, donc par exemple de 8h le matin jusqu'à 22h, être capable de supporter ce type de journée là, parce que musculairement le cou il travaille, les triceps travaillent, voilà, il n'y a pas que l'aspect vraiment purement physique. Il y a vraiment tous ces aspects-là à côté, d'être capable de faire une journée complète à l'extérieur. C'est pas toujours évident non plus. Et je trouve ça important de le valider une, deux ou trois fois à l'entraînement en amont de l'épreuve ultra-distance. Un autre point que je trouve très important, je le dis très souvent, avant d'être cycliste, il faut d'abord être athlète. Et je conseille vivement les gens de faire d'autres sports à côté du vélo, c'est-à-dire justement peut-être de la randonnée, de la course à pied, ou faire des sports peut-être type badminton, de faire de la musculation, du crossfit, enfin tout ce type de sport-là, parce qu'en fait je trouve ça très important, ça permet d'être beaucoup plus complémentaire pour le vélo. Ça permet de par exemple travailler alors la chaîne abdominale, les lombaires, d'être meilleur aussi au niveau des genoux, d'avoir une musculature qui travaille différemment de celle du vélo, et donc de mieux maintenir aussi ses genoux, et ça permet de préserver, de se préserver par rapport à de nombreuses douleurs. Donc moi je trouve ça très important dans sa préparation d'intégrer ce type d'autres activités qui sont à mon sens vraiment essentielles. Après voilà, en termes de préparation c'est quand même vraiment compliqué d'y répondre. Je pense aussi qu'il est important de ne pas travailler que la filière endurance, parce qu'on se dit bah ouais, le Biking-Man ou une autre épreuve ultra distance, c'est la filière endurance qui est sollicitée. Oui, c'est vrai. Par contre, à l'entraînement, on a tout à gagner à aller aussi chercher des hautes intensités, parce que travailler à haute intensité fait aussi gonfler les basses intensités, et vice versa également, hein. Donc c'est très important de travailler toute l'échelle des intensités, que ce soit le tempo, que ce soit le seuil, la PMA, voire même aussi les sprints en anaérobie. C'est aussi intéressant, ça fait aussi progresser les filières d'endurance de notre corps. Et voilà, c'est vraiment des points qui sont essentiels. Donc Johan, comme cette question mérite une réponse peut-être un peu plus approfondie, je pense que j'en ferai une future vidéo. Tu n'as pas été le seul à me poser la question sur l'entraînement, sur le sujet. Alors moi, l'entraînement, c'est un domaine qui me passionne. J'avais beaucoup de mal à en parler avant le Biking-Man, parce que je m'estimais pas légitime de pouvoir en parler
dans la mesure où je n'avais pas réussi encore cet objectif. Maintenant que c'est fait, je vais pouvoir en tout cas vous parler de ma vision des choses et vous pourrez ensuite l'extrapoler à votre propre pratique. Et voilà, dans cette vidéo-là, je vous présenterai donc ma philosophie par rapport à tout ça. Alors, question suivante. Robert, tu me demandes, la date du départ a changé au dernier moment. À un moment, c'était à partir du 5 août. Si oui, pourquoi et comment as-tu géré cela? Alors oui, la date a changé. Alors c'était pas le 5 août. Pour se remémorer, c'était le départ le 26 août. Et ça a été décalé à cause de cette situation sanitaire catastrophique. Ça a été décalé au 9 août. Donc du coup, ça a complètement changé la donne. Donc quand j'ai appris ce changement de date, pour moi, en fait, ça a été un ouf de soulagement, clairement. Parce que dans mon année 2021, j'avais aussi comme projet de changer de poste et surtout de changer de région. Il y avait un risque pour que l'événement Bikeyman sur lequel je venais de m'inscrire et le fait que mon projet professionnel se débloque, il y avait un risque pour que ça tombe en même temps. Le risque est tombé puisque au départ le Bikeyman devait être le 26 mai et je devais commencer mon nouveau poste le 1er juin. Donc autrement dit, ça allait être très très compliqué de faire tout ça parce qu'en plus pour démarrer le nouveau poste ça voulait dire donc déménager avec tout ce qui va autour, c'est-à-dire la vente de l'endroit où j'habitais, le fait de trouver une location dans ma nouvelle région, voilà, de réaliser ce fameux déménagement parce qu'il y a quand même 700 et quelques kilomètres qui me séparent de mon ancienne habitation. Donc tout ça, c'était beaucoup de fatigue, beaucoup de choses à gérer et clairement j'ai dû mettre entre parenthèses mon entraînement parce qu'à un moment donné il y a quand même des priorités, la vie professionnelle en est une. Donc pour moi à un moment donné je me suis dit le Bikeyman le 26 mai ça va être une catastrophe. Si ça avait été maintenu à cette date là je l'aurais géré vraiment différemment, je serais partie vraiment en mode très 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 cool avec l'objectif vraiment des 5 jours en espérant que ça passe, parce que franchement j'étais à un moment donné très en retard sur ma préparation. Donc quand Axel a dit bon, on va pas pouvoir le maintenir au 26 mai, on le décale au 9 août, là j'ai fait ouais putain c'est trop bien. Et donc là j'étais vraiment soulagée et donc ça m'a permis de finir ma parenthèse changement de vie, voilà, changement de cadre de vie et changement de vie professionnelle. J'ai fermé cette parenthèse-là, je me suis installée et ça m'a permis de me reprojeter dans ma préparation pour le Bikeyman. Donc là, pour le coup, le délai était beaucoup plus court, mais grâce à mon acquis passé, même si j'ai fait beaucoup de semaines sans faire de sport, grâce à mon acquis passé, j'ai pu me reconcentrer et repartir sur des bases qui étaient très saines et revalider des étapes jusqu'au moment de l'événement. Donc pour moi, ça a été vraiment une aubaine. Je pense pas que pour certains, le décalage de temps, ça a été une catastrophe dans le sens où quelqu'un était archi prêt pour le mois de mai et s'est dit mince, va falloir que je tienne ma forme jusqu'au Bikeyman au mois d'août. Je pense que l'annonce de la date a été faite suffisamment en amont pour que les gens qui étaient peut-être déjà trop prêts, et encore je pense qu'on n'est jamais assez prêt, les gens qui étaient trop prêts ont pu rebaisser la pression pour remonter ensuite en niveau à l'approche de l'événement. Donc voilà, pour moi ça a été une aubaine et pour une fois les histoires Covid auront eu un effet bénéfique sur cet événement-là, on va dire ça comme ça. Robert, tu me poses aussi la question, quel conseil te donnerais-tu si tu pouvais te parler avant le départ ou pendant la préparation? Du coup en fait là tu poses une question qui touche à la préparation mentale. Alors moi la préparation mentale, je sais que c'est un aspect qui est de plus en plus à la mode ces dernières années. Maintenant, c'est quand même un domaine qui ne me parle pas beaucoup. Surtout, me parler à moi-même, c'est une des techniques de préparation mentale qui ça marche pas sur moi, je ne me parle pas du tout. Alors par contre, moi, quand je me suis inscrite au Bikeyman, ça va avec beaucoup de choses que je fais dans la vie de tous les jours, c'est que je suis déterminée. Si je me suis inscrite, c'était mon choix, personne ne m'avait inscrit à ma place, je n'ai suivi personne dans cette décision, donc j'étais forcément déterminée à réaliser cette aventure. Pour moi, même sur l'épreuve, je ne savais pas quel était l'événement qui aurait fait que je ne serais pas allée au bout. Parce que j'aurais même plié une roue. Je pense que je me serais débrouillée pour me faire emmener dans un magasin de vélo, racheter la première roue bas de gamme qui traînait, me faire ramener à l'endroit où j'avais quitté le parcours pour recontinuer. Enfin,
Vous voyez, je ne sais pas quel est l'événement qui m'aurait empêché de ne pas réussir à atteindre mon objectif du Bikeman. Donc je ne me suis pas parlé ni en amont ni pendant le Bikeman, mais indirectement j'étais tellement déterminée que j'ai mis en place toutes les actions nécessaires pour atteindre mon objectif, que ce soit sur l'aspect matériel, l'aspect préparation physique, l'aspect justement voilà, stratégie, tout ça en adéquation avec mes capacités aussi, parce que ça sert à rien de rêver à la lune si je ne suis pas capable de l'atteindre. Donc voilà, j'ai fait tout mon mixte pour avoir suffisamment d'ambition, mais pas trop non plus, et surtout avoir beaucoup de détermination et beaucoup de motivation à atteindre cet objectif qui était finalement que de réussir le Bikeman sans un objectif de temps, mais qui était déjà énorme, parce que il y a quelques mois en arrière, je trouvais ça impensable d'être capable de faire 1000 km. Enfin, je me voyais pas je voyais pas comment mon corps pouvait réagir à cette distance-là. Et puis bah, vous voyez que finalement, en fait, peut-être que quand la tête est prête, en fait, le corps y suit et tout se déroule à merveille. Une question pour finir cette partie-là de préparation en amont, c'est quel conseil à ceux qui se demandent s'ils feraient un Bikeman? Le conseil que je peux donner, c'est fonce. Si tu as envie, fonce. Fonce, et après tu te poseras les questions de comment tu fais, comment ça va se passer. Après tu regarderas des vidéos YouTube de ce type-là pour répondre à tes questions. Tu me poseras tes questions aussi, et là on verra ensemble si tu as des doutes par rapport à tout ça. Mais fonce. Fonce, fais-le, si ça te dit, fais-le. Allez, on passe à une thématique. Moi, j'ai rangé ça dans une thématique, les questions pratiques pendant le Bikeman. Donc, il y a des questions qui sont intéressantes et qui sortent un peu de l'ordinaire. Les premières, donc c'est Robert et Cyril, vous m'avez posé des questions qui sont similaires. As-tu roulé à certains endroits? As-tu roulé toujours seul? Alors oui, globalement, j'ai roulé seul sur le Bikeman, mais parce que c'était mon envie. Alors bon, dans le règlement du Bikeman, comme on est en autonomie totale, le drafting est interdit. Maintenant, tu peux très bien rouler côte à côte avec quelqu'un d'autre, surtout que tu as toujours quelqu'un qui est de ton niveau assez proche, et donc tu arriveras toujours à rouler avec du monde si tu en as envie. Mais moi, j'avais envie d'être seule dans mon aventure, et donc globalement, j'ai roulé vraiment en solo sur tout cet événement-là, à mon allure, à m'arrêter au moment où j'avais envie, à prendre des photos au moment où j'en avais envie, voilà, à filmer aussi quand j'en avais envie, d'avoir pas d'autres paramètres dans mon environnement autre que moi. Donc je suis un petit peu solitaire à certains moments, et typiquement je voulais vraiment le gérer en solo, ce truc-là je voulais le faire en solo quoi. Maintenant il y a eu quand même des moments où j'ai roulé avec quelques personnes pendant le Bikeman, et c'était peut-être un instinct de survie, mais c'était quand la nuit commençait à arriver, finalement je me regroupais avec des personnes autour de moi. Voilà, c'était peut-être un instinct de survie pour se sentir plus en sécurité, se dire que bah voilà, à deux trois on éclaire mieux qu'en solo par rapport au véhicule. Et encore il y a eu des nuits on n'a pas croisé un seul véhicule, donc voilà, c'était des moments ouais, où je me suis réunie, mais globalement moi j'avais envie de rouler seule parce que c'était mon truc. Dans un futur Bikeman, j'ai deux options, j'en parlerai plus tard sur d'autres questions. Soit je leur continue dans cette démarche-là en étant solo, soit je le fais dans une démarche qui est complètement différente et dans laquelle je prends mon temps et je vais encore plus au contact des gens, enfin plus longuement en tout cas, et du coup je me rassemblerai plus avec des personnes. Maintenant j'ai une question de Mathilde. C'est très intéressant, je suis très contente parce que du coup c'est une nana qui me pose cette question-là et qui tu me demandes, t'es-tu senti en danger lors de cette course? Dormir seule la nuit en extérieur par exemple, etc. Cette question elle est très intéressante. Je me suis jamais sentie en danger de tout le Bikeman, mais pas un seul instant. Alors je vais pas te cacher quand même que cette question-là je me la suis aussi posée avant le départ du Bikeman. À savoir, bah, tiens, si je dors seule dehors, comment ça va se passer, etc. Alors, je ne sais pas si j'avais plus peur de l'humain ou des animaux, je ne sais pas. Mais en fait, en tout cas, ce qui se passe, c'est qu'à partir du moment où j'ai pris le départ du Bikeman, tous ces aspects de peur ou de danger, ils sont jamais arrivés. Mais à aucun instant.
C'est-à-dire qu'une fois que t'es lancé, que t'es dans le vif du sujet, les événements avancent, tu vois comment ça se passe, tu maîtrises ton environnement et du coup, non, tu te sens jamais en danger. Alors en plus, on était quand même en France, on maîtrise, voilà, on maîtrise les lieux, on maîtrise la culture et tout, donc il n'y a pas eu de problème là-dessus. Après, aussi pour te rassurer, en fait, en discutant avec les Race Angels qui sont là sur la course, j'ai discuté avec eux après l'arrivée, et en fait, tu t'aperçois que les Race Angels, ils sont vraiment là pour toi. C'est-à-dire que, par exemple, au checkpoint, ils vont venir à ta rencontre et ils vont te poser des questions, savoir comment ça va, comment tu as géré ton événement, si tu as tout ce qu'il faut. Et ils vont te faire parler en fait. Et surtout, ils vont t'analyser et ils vont voir que si tu es un peu fatigué, ils vont te diriger vers la solution de peut-être te reposer. S'ils sentent que tu es un petit peu déconfit, ils vont te dire bah tiens, il serait peut-être temps que tu manges. En fait, tu vois, les Rest Angels, ils sont là, ils t'interrogent pour vraiment t'analyser et t'aider à prendre la meilleure décision pour toi. Donc en fait, voilà, c'est hyper sécuritaire là-dessus. Et pareil, il y a des marshals qui circulent sur la course et qui, pareil, hein, ils vont, en fait, t'es observé, hein. T'es observé et ils regardent vraiment comment ça se passe pour toi. Et si à un moment donné, t'es dans une situation où soit tu te mets en danger parce que t'es allé trop loin dans l'effort, ils vont vraiment faire en sorte de prendre les mesures, voilà, t'inciter à te reposer, t'inciter à faire un arrêt repas ou quoi que ce soit. Et donc voilà, ça fait vraiment, ça contribue vraiment à ce sentiment de sécurité finalement sur l'événement. Et du coup moi, bon ça je le savais pas hein, qu'on avait ces fameux gardiens autour de nous. Mais quoi qu'il arrive, je me suis vraiment jamais sentie en danger sur l'événement. Euh, les peurs, finalement, c'est nous qui nous les mettons. Et clairement, moi, dès que j'ai pris le départ, tout ça, ça s'est envolé direct. Est-ce que maintenant, si je m'inscrivais sur une épreuve, ça c'est un truc qui me trotte gravel, donc c'est-à-dire vraiment en dehors des sentiers battus, et peut-être même dans un pays étranger dont la culture peut être assez éloignée de la nôtre, peut-être que j'aurais peur. Mais voilà, je pense que si je m'arrête à mes peurs, je ne fais rien. Donc je m'écouterai sans trop m'écouter, puis je pense que le jour où je serai décidée, j'irai. Et voilà. Pour encore un petit peu parler sur cette question-là, notamment par rapport à la nuit, le conseil que je peux te donner, finalement, c'est ce que j'ai suivi. La première nuit où ça va t'arriver de dormir dehors, rassemble-toi avec les gens qui sont autour de toi. Rassemble-toi pour dormir à plusieurs, pour choisir le même endroit, et ça te permettra de te rassurer. Et puis finalement, tu verras au bout de la première nuit que bon, c'était bien d'être avec des gens, mais qu'en fait, tu t'en fous et tu es capable de te gérer seul et en fait que tu n'as rien à craindre si tu choisis bien ton endroit. Tu vas pas non plus aller te mettre dans une ville à dormir dans une rue où il y a des bars, où tu es quasi sûr où tu vas être emmerdé par des gens éméchés. Donc ça, tu vas pas choisir cet endroit-là. Moi, je pratique beaucoup la van life. Et finalement, quand tu choisis un spot le soir, si tu te sens pas bien, tu te poses pas de questions sur ce spot. Tu t'en vas, tu vas te mettre ailleurs. Et en fait, tu vas te remercier d'avoir fait ce choix-là. Choisis l'endroit où tu te sens bien et tu verras que ça se passera très très bien. Donc cette question est très intéressante, donc tu as osé la poser, c'est génial et sache que ce n'est pas une question qui est réservée uniquement aux femmes. Je me suis aperçue qu'il y a des hommes aussi pour la première nuit qui ont cherché à se regrouper. Donc moi on était à deux, j'en ai vu d'autres qui se sont regroupés à trois ou quatre. Et comme quoi tu vois, il n'y a pas que nous les femmes qui pouvons avoir cette petite crainte au départ d'être seules dans la nuit et c'est aussi valable pour un homme. Donc ce que je peux vraiment te dire, les peurs, c'est nous qui nous les mettons, mais dès que tu seras dans le vif du sujet, tu verras que tout ça, ça sera oublié. Alors Robert Bidochon, tu me poses la question de savoir si les coureurs ont-ils tendance à partir trop vite au risque de se cramer. Oui et non. Il n'y a pas beaucoup de cas de personnes qui sont vraiment parties trop vite et qui ensuite ont eu beaucoup de mal à finir le Bike Man. J'en vois quand même au moins un qui était vraiment bien placé au départ et qui ensuite a eu beaucoup de difficultés à rejoindre l'arrivée, donc ouais, lui est parti trop vite. Ensuite, je pense que dans les abandons qu'il y a eu, on peut se poser légitimement la question de savoir si ces gens-là ne sont pas partis trop vite, ce qui a conduit donc à leur abandon. Globalement, les gens, ils sont quand même, allez, à 90% raisonnables par rapport à leur allure. Je pense qu'il y a l'euphorie du départ qui font quand même qu'ils vont un peu trop vite.
Il faut savoir se détacher de cette euphorie, il faut savoir se détacher de l'allure des autres et trouver son propre rythme. Surtout qu'on est frais, donc du coup on n'a qu'une envie, c'est d'y aller. On n'attendait que cet événement-là, donc on veut mettre en route et mettre les gaz, mais il faut vraiment se ménager parce que, comme je le dis, si tu es en forme, il sera bien temps d'accélérer les 200 derniers kilomètres du Biking Man pour atteindre l'arrivée et de se préserver sur les 800 premiers, voilà, c'est un gage de réussite. Personnellement, c'était très important de ne pas me mettre dans le rouge au départ parce que ensuite, pour réussir à récupérer de cette phase où j'aurais pédalé au-dessus de mes capacités, pour la récupérer, c'est affreux. Donc du coup, pour moi, j'ai tout le temps été en gestion permanente. Globalement, je pense, j'ai rarement entendu quand même des coureurs qui ont dit qu'ils ont eu vraiment mal aux jambes, qu'ils se sont sentis vidés ou quoi que ce soit. Globalement, les gens sont quand même assez raisonnables et arrivent à trouver leur rythme assez vite, donc en dehors de quelques exceptions. Voilà mon point de vue sur le truc. Alex, tu me dis, question bête, mais il n'y a pas de question bête. Je me demande comment on gère les besoins naturels sur ce genre d'épreuve. Nature avec lingette ou PQ, que je n'ai vu dans aucun descriptif d'équipement, bistrot, et donc que fais-tu de ton vélo ou autre? Alors, personnellement, dans mes sacoches, j'avais des lingettes et j'avais du papier toilette. J'avais un petit peu de papier toilette. En fait, ma stratégie, c'était à chaque fois que j'allais manger à un endroit, on te sert souvent une petite serviette avec ton sandwich. Et donc, c'était d'embarquer la serviette pour me servir de papier toilette pour l'arrêt suivant. À tel point que du coup, je me suis jamais servi du papier toilette que j'avais emmené au départ. Donc, moi, comment j'ai fait? Il s'avère que à chaque fois que je suis allée aux toilettes pour la grosse commission, je suis tombée dans des communes où il y avait des toilettes publiques. Et en fait, c'est hyper courant finalement en France. Quand tu regardes autour de toi, en fait, il y a des toilettes publiques qui se présentent. Et donc, du coup, tu peux aller aux toilettes naturellement, comme à la maison, je dirais. Tu le dis très bien aussi, tu peux très bien aller consommer un café ou un coca au bar. Et du coup, tu empruntes leurs toilettes. Donc en plus, tu as un robinet, les toilettes sont propres. Donc là, tu peux te mettre à l'aise si tu préfères cette solution-là. Après, moi personnellement, j'ai aucun problème aussi pour aller derrière un buisson. C'est une solution tout à fait possible. Quand on est en van life, c'est comme ça qu'on fonctionne. Donc du coup, moi, j'y vois pas d'inconvénient. Enfin, faut pas l'occulter, hein. Tu vas pas te donner mal au ventre parce que tu attends les toilettes de la prochaine ville si tu as un buisson qui se présente sur ton passage. Une question qui est très juste, tu te demandes du coup qu'est-ce que tu fais du vélo à ce moment-là. Tu as plusieurs solutions, donc soit tu es dans un bar et du coup tu vois que ton vélo il est surveillé par le gars du bistrot, enfin faut avoir confiance quand même, mais le problème il se présente aussi quand tu vas aller faire les courses. Moi j'avais aussi un petit cadenas avec moi, donc c'est pas un cadenas, hein, le cadenas je veux dire un coup de pince coupante et puis c'est des vides dégagés, mais déjà quand tu es en plein jour, euh, tu vas pas rester un quart d'heure non plus dans les toilettes, donc du coup, t'as pas besoin non plus d'un cadenas voilà, tu vas pas emmener un U de moto qualifié non plus pour tenir ton vélo, mais ça peut être une solution et ça peut être une façon pour toi d'être rassuré et de pouvoir aller donc aux toilettes tranquillement et de pas te stresser par rapport à ton vélo et au fait qu'il puisse effectivement être embarqué par quelqu'un de mal intentionné. Voilà ce que je peux te dire sur cette question-là. J'espère que j'ai répondu. Du coup, une question qui rejoint un peu cette thématique. C'est Val, tu me poses la question, pas de souci, côté hygiène, durant ces 3 jours, changement de vêtements ou toilette. Alors, sincèrement, moi j'ai fait la grosse cradouille sur cette épreuve, c'est-à-dire que je me suis jamais vraiment rincée dans une fontaine ou quelque part. Je n'ai jamais changé de cuissard. Et clairement, au bout de 3 jours, je me supportais plus. J'avais les cheveux, ils tenaient debout tout seuls. J'avais emmené une brosse à dents, j'ai jamais pris le temps de me brosser les dents. Et là, j'ai franchement atteint ma limite là-dessus. S'il y avait eu un quatrième jour à vraiment démarrer, j'aurais fait un arrêt conséquent où je me serais voilà, lavé dans une fontaine vraiment rincée de la sueur que j'avais pu avoir. Je me serais brossé les dents. Enfin voilà, là j'aurais pris le temps de le faire. Donc 3 jours, j'ai pas eu de problème, mais moi c'était ma limite absolue.
Si l'épreuve devait durer plus longtemps, pareil, j'emmènerai un cuissard supplémentaire pour pouvoir me changer. Parce que bon, j'aurais préféré. Voilà, encore une fois, c'était ma limite, quoi. Pas eu de problème, mais je suis arrivée au bout du bout sur le sujet. Allez, on en finit, on en voit le bout. La caméra, elle arrête pas de chauffer depuis tout à l'heure. Je fais des pauses, du coup, à cause de ça. On arrive au thème l'après Biking Man. Mathilde, tu me poses la question, dans quel état as-tu passé la finish line? Dans quel état? Eh ben, dans un état vraiment positif. Physiquement, j'étais vraiment bien. Parce que j'ai vraiment géré tout mon Biking Man, je me suis jamais mis en difficulté. J'ai toujours fait en sorte d'avoir une grosse marge de sécurité par rapport à mes limites physiques pour être capable d'apprécier l'événement, pour être capable de prendre les bonnes décisions par rapport à l'épreuve, c'est-à-dire quand m'arrêter, quand manger. Parce que si tu te mets dans une phase où tu es trop proche de tes limites, du coup tu seras plus assez lucide pour prendre les bonnes décisions par rapport à tout ça. Donc ça, c'est pas toujours très bon. Et du coup, comme j'ai très bien géré physiquement l'événement, peut-être trop même, mais comme j'ai vraiment bien géré l'événement, et ben je suis arrivée avec comment dire, j'ai passé la ligne avec beaucoup de satisfaction personnelle, très heureuse d'être arrivée au bout. Voilà, c'est quand même beaucoup d'émotions, de fierté, de satisfaction. Donc vraiment, pour moi, c'était très très positif. Et j'étais contente d'avoir passé la ligne, mais presque aussi déçue que ça soit déjà fini. Et même si j'ai profité de chaque instant sur le Biking Man, ça passe vraiment trop vite. Donc c'est voilà, c'est vraiment un mélange de satisfaction, mais aussi de mince, c'est déjà fini. Voilà comment je peux résumer l'état dans lequel je suis arrivée. Du coup, tu me demandes aussi, Mathilde, combien de temps il m'a fallu pour récupérer au niveau physique, mais aussi au niveau mental. Ça a été très vite, je trouve, pour récupérer. Alors, encore une fois, parce qu'en fait, je me suis pas non plus mis dans le rouge, j'avais pas de douleur physique, par exemple de douleur au genou, donc j'avais pas besoin de vraiment laisser mon corps au repos par rapport à tout ça. Finalement, le plus dur, c'est de récupérer du sommeil, du déficit de sommeil dans lequel tu t'es mis, parce que bon, je suis une marmotte, donc du coup, il faut quand même récupérer là-dessus. Allez, quand même, j'ai eu pendant 2 jours très 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 mal aux jambes. Elles ont gonflé juste après l'événement parce qu'il faisait très chaud. J'avais beaucoup de mal à remettre la circulation du sang en route dans les jambes. Enfin, là-dessus, j'ai vraiment souffert. C'est la première fois que ça m'arrivait. J'étais pas la seule. Je pense que la chaleur à l'arrivée y était aussi pour quelque chose. Donc là-dessus, une fois que j'ai passé ces 2 jours-là, physiquement, je me sentais déjà bien au niveau de ma récupération. Après ça, j'ai quand même pris le temps avant de remonter sur le vélo parce que j'avais aussi envie de faire plein d'autres choses. Alors j'ai repris le travail dès le lundi, mais j'avais aussi le week-end envie de faire plein d'autres choses. Donc du coup, j'ai mis un peu de temps à reprendre le vélo, mais quand je suis remontée dessus, comme j'avais vraiment laissé le temps à mon corps de récupérer, du coup, je suis remontée, j'étais vraiment pleine d'énergie et vraiment avec beaucoup d'envie. Après l'événement, je conseille vraiment donc de prendre son temps pour récupérer, hein. À plus forte raison si vous avez souffert pendant le Biking Man. Si vous regardez ma toute première vidéo de ma chaîne YouTube il y a donc maintenant plus d'1 an, c'était comment je gagne 50 watts en restant dans le canapé. En fait, par ce titre un peu décalé, j'ai essayé d'exprimer le fait que c'est dans le repos que le corps progresse et que si vous réenchaînez trop vite après une période d'entraînement, après une période de fatigue, ça sera même contre-productif. Donc, moi, je conseille le canapé en récupération et votre corps vous remerciera et votre progression en sera plus rapide. Alors après, tu as souligné un point qui est très important, c'est la récupération au niveau mental. Encore une fois, donc c'est soit tu as souffert sur ton événement et donc du coup là c'est un peu plus compliqué. Pour moi, comme je l'ai vraiment fait en gestion totale, ça a été plus facile sur cet aspect-là. Par contre, il y a quand même un truc qu'on te dit pas quand tu t'inscris au Biking Man, c'est que pendant 2 semaines après le Biking Man, tu vis une dépression, quoi. Ça, il y a personne qui te l'explique, quoi. Et donc moi, sincèrement, pendant 2 semaines après le Biking Man, je me suis recalée
500 fois mes 3 minutes de ma vidéo du Bikeman là, avec la musique et tout. Et à chaque fois que je les mettais, je restais scotché dessus. Et sincèrement, ça me faisait replonger dans des certes super émotions, mais presque aussi de la mélancolie par rapport à l'événement. À chaque fois, en plus, quand tu revois les photos, voilà, c'est beaucoup d'émotions, c'est très riche en très peu de temps. Et du coup, c'est presque compliqué de revenir à la vie normale après un tel événement. Et il faut vraiment réussir à se reprojeter très vite dans quelque chose de nouveau. Parce que sinon c'est hyper compliqué quoi. Donc ouais voilà, je sais que je suis pas toute seule à avoir eu cette entre guillemets mini dépression, j'exagère un peu, mais en tout cas cette phase de spleen où merde, le truc il est fini, ça a été le fil conducteur de toute ton année. C'était en plus fabuleux. Voilà, là-dessus c'est difficile et en plus comme je te dis, il n'y a personne qui te prévient avant le départ que après ça va être un petit peu dur à gérer une fois que tu vas être rentré chez toi. Ce Biking Man a-t-il changé ta vision du cyclisme? Et d'ailleurs, te trouves-tu changé de l'avoir fait? Robert qui me pose cette question. Est-ce que ça a changé ma vision du vélo? Non, pas tellement. Dans le sens où moi déjà, le vélo, je considère que en fait c'est infini. Le vélo, il y a une pratique qui est multiple, qui se cache derrière cet outil qui est pourtant simple. J'ai fait de la compétition assez haut niveau, j'ai fait déjà du cyclotourisme, j'ai déjà fait de l'encadrement par exemple d'écoles de vélo. Enfin, vous voyez, en fait, j'ai eu une pratique qui était déjà assez multiple et pour le coup, ça fait 25 ans quasiment que je fais du vélo. J'en arrive aujourd'hui à découvrir l'ultra-distance. C'était peut-être une pratique qui ne m'intéressait pas il y a encore 5 ans en arrière, qui ne me faisait pas rêver, mais qui petit à petit commençait à vraiment me trotter dans l'esprit. Et du coup, je me suis dirigée voilà, sur une épreuve, typiquement le Bakiman, parce que l'image que ça me renvoyait, j'adorais ça, quoi, ça me faisait rêver. Et donc, je me suis dirigée là-dedans. Et en fait, ouais, aujourd'hui, ma vision du vélo, elle reste toujours la même, c'est-à-dire que le vélo, c'est infini. On n'a jamais fini de le découvrir. À tout âge, on peut faire du vélo, à tout âge, on peut s'éclater dans le vélo et avec le vélo. Et en plus aujourd'hui, peut-être ce que je découvre encore plus, c'est que le vélo finalement, c'est vraiment un vecteur d'échange et d'ouverture sur le monde. Et moi je trouve ça super quoi. Voilà, encore une fois, à partir d'un vélo qui est un outil très simple, on peut faire tellement de choses, voir tellement de pays. Là-dessus je trouve ça extraordinaire. Tu me demandes si du coup si j'ai changé à l'issue, si je me trouve changé à l'issue du Bikeman. Ouais, quelque part quand même, en fait, parce que du coup, tu réalises que tu es capable de faire un truc qui, au départ, tu trouvais ça pas irréalisable, mais vraiment effrayant, quoi. 1000 km, encore une fois. Je me suis dit, mais comment mon corps il va réagir pour faire 1000 km? Des fois, on rentre d'un entraînement de 100 km, je me sens ratatiner. Mais là, au bout de 100 km, il fallait encore en refaire 900. Et puis, ben, en fait, quand t'abordes ton événement avec un peu de bon sens, avec un petit peu d'humilité, ben, du coup ça se passe très bien et tu t'aperçois que tu es capable de faire des choses qui sont vraiment énormes quoi. Et c'est là où peut-être je me trouve changé, c'est que j'ai augmenté mon capital confiance par rapport à mes capacités physiques. J'ai augmenté mon capital confiance par rapport à la façon dont j'aborde ce type d'événement. Je suis quelqu'un qui m'intéresse beaucoup à l'entraînement et donc du coup, quelque part, je valide un petit peu ma façon de m'être préparé, la façon dont je vois les choses et comment empiler les fameuses pièces et les fameuses briques de l'entraînement pour arriver à faire une performance honorable. Voilà, là-dessus j'augmente mon capital confiance et puis du coup j'ai encore envie d'aller plus loin. Aujourd'hui peut-être que je me dirigerai, un truc voilà, que j'aimerais bien un jour, c'est vraiment découvrir le gravel. Et du coup, le gravel en plus en bikepacking et en ultra distance et en autonomie. Voilà, donc le Bikeman, ça m'a permis un peu de valider ces aspects-là. Maintenant, il faudrait que je transporte ces capacités-là à un domaine nouveau pour moi, donc le gravel. Voilà, j'y réfléchis beaucoup parce que bon, le gravel, ça veut dire encore l'achat d'un nouveau vélo. Donc, je commence à en avoir quand même beaucoup et puis donc c'est encore un achat. Et après, c'est aussi un apprentissage technique. Donc je ne sais pas encore, en tout cas c'est bien la preuve qu'il y a encore plein de choses à faire dans le vélo et même si ça fait 25 ans que j'en fais,
J'ai toujours pas fini de le pratiquer et de le découvrir et ça c'est génial. Alors j'ai une question maintenant qui... euh, ça va être compliqué d'y répondre parce que c'est 3 heures de moins et tu étais dans le top 10. Qu'en penses-tu? As-tu déjà un prochain objectif? Ouais, ta question elle me fait vachement réfléchir parce que j'avais pas trop regardé mais effectivement 3 heures de moins et je suis dans le top 10. 3 heures c'est beaucoup mais pas tant que ça non plus. Encore une fois, est-ce que si j'avais gratté 1 heure de repos avant, est-ce que ça voulait dire 1 heure de moins à l'arrivée? L'équation n'est pas toujours aussi simple que cela. Par contre, ouais, ça me fait réfléchir quand même, parce que, encore une fois, le Bikeman, je l'ai géré, j'étais loin d'être à 100% de mes capacités, dans le sens où je me suis toujours vraiment mis en dessous de ce que j'étais capable de faire pour pouvoir le profiter, pour pouvoir le gérer, parce que je ne savais pas jusqu'où j'étais capable d'aller. Donc je suis partie vraiment sur un rythme tranquille. Maintenant, euh, je ne sais pas si je me permettrais, enfin si je pense qu'un jour il faut que je le tente, il faut que je sache, de me mettre beaucoup plus haut dans mon allure et de voir si ça passe. Alors du coup, se mettre beaucoup plus haut dans son allure, ça veut dire s'approcher de la frontière, de ses limites, et donc quelque part que ça passe ou ça casse quoi. Parce que ça va vite aussi, plus on s'approche de la limite, de basculer du mauvais côté et du coup d'en arriver à ne pas être capable d'atteindre l'arrivée de son événement ou de se mettre dans des états physiques que personnellement j'ai pas tellement envie de rencontrer. Donc je pense qu'un jour il va quand même falloir que j'aille chercher ces fameuses 3 heures de moins, de voir ce dont je suis capable. Est-ce que du coup ça rentrerait dans le cadre d'un prochain objectif? Pourquoi pas? J'envisage bien l'année prochaine de faire 2 Bikeman. Enfin, on en est loin encore, hein, c'est encore très loin tout ça. Mais pourquoi pas faire 2 Bikeman? Et je ne sais pas comment je les gérerai. Donc, soit je vais chercher ces fameuses 3 heures de moins, dans le sens où je me mets à un rythme plus élevé, où je commence à les titiller un peu plus mes limites, ou en tout cas me repousser un peu plus dans mes retranchements. Ça serait intéressant aussi de mieux apprendre à me connaître là-dessus. Soit, à contrario, j'y vais en mode très cool, c'est-à-dire que ça passe tellement vite que je décide de prendre les 5 jours pour faire le Bikeman. Donc désolé, l'organisation, va falloir m'attendre jusqu'au bout, mais c'est aussi une façon d'aborder le truc et du coup d'en profiter encore plus, parce que du coup tu vas te mettre encore plus proche des gens, plus à t'ouvrir au paysage, à raconter ton histoire, pourquoi tu es là sur le Bikeman, etc., aller à la rencontre des gens. Ça peut être aussi une façon de voir l'événement. Et voilà, je ne sais pas quel sera mon prochain objectif. Je commence à donner des idées entre le gravel, entre ce type de façon d'aborder le Bikeman. Tout ça, il faut que j'y réfléchisse, que je laisse mûrir les idées, mûrir l'envie, et puis on verra ça au fur et à mesure dans quelle direction je me dirige. Encore une fois, il y a le temps encore. Je suis loin de l'année 2022 pour voir comment je vais construire mon année. J'ai Val là, qui me pose, qui dit déjà qu'elle pose trop de questions. Mais non, non, tu poses pas trop de questions. Même si la vidéo va peut-être être un peu longue, même si la caméra n'arrête pas de s'arrêter parce qu'elle surchauffe, tu ne poses pas trop de questions. Je trouve ça très intéressant d'y répondre et de partager mon expérience. Donc tu me demandes, que changerais-tu pour une prochaine épreuve de ce type? Stratégie, gestion, autonomie matérielle, alimentation. Et bien actuellement, au niveau matériel, en soi, j'ai rien à changer puisque tout était parfait. Au niveau alimentation, euh, tout était bien aussi. J'ai eu aucun problème de digestion, aucun problème là-dessus. J'ai quand même vu que les premiers ils mangeaient pas beaucoup, donc peut-être que je suis un peu trop gourmande et que je mange beaucoup, donc peut-être à optimiser là-dessus. Au niveau de la stratégie, ben, comme j'ai répondu à la question précédente, peut-être que il faudrait que j'apprenne à rouler plus vite sur ce type d'épreuve, à aller plus loin dans mes capacités physiques. Pourquoi pas? En tout état de cause, ce que j'ai fait là sur le Bikeman, euh, si on m'avait dit il y a 6 mois en arrière que ça allait se passer de cette façon-là, je signais direct. Et du coup, j'ai aucun regret et moi je reprends tout ce que j'ai fait, et je le recommence sans aucun souci parce que j'en suis vraiment plus que ravie quoi.
On en arrive donc à la fin. Johan, tu me demandes, ça rejoint la question de Val, à refaire, que ferais-tu de différent, de similaire sur l'épreuve? Bah du coup, en fait, sur l'épreuve qui vient de se terminer, je refais tout pareil, je ne change rien. Je ne change vraiment rien, même si peut-être à des endroits j'aurais pu aller plus vite sur des arrêts. Je ne sais pas ce que ça aurait donné à l'arrivée. Allez, si c'était à refaire, j'essaierais de prendre plus de photos parce que ça, j'ai pas réussi à en prendre parce que j'ai voulu économiser la batterie de mon téléphone. Donc il me manque des souvenirs, j'ai tout dans la tête, mais j'aurais aimé avoir des photos supplémentaires. Mais sinon, sur l'épreuve à proprement parler, non, je change rien. On en arrive à la question finale que du coup j'ai gardée en dernier. C'est Johan qui me la pose. Tu me demandes si j'ai pris du plaisir sur cette épreuve. Je pense que tout le monde a la réponse. Oui, énormément. Des fois, ça m'arrivait de dire que certains réservaient une semaine de vacances au Club Med et que moi, en fait, j'ai réservé une semaine de vacances au Biking Man. C'est exactement ça. J'ai vraiment profité de chaque instant, de bout en bout, de tout ce qui s'offrait à moi, et je souhaite vraiment à n'importe qui, à tous ceux qui souhaitent s'inscrire sur cet événement, d'en profiter autant et d'être marqué autant par l'événement. C'est vraiment, voilà, je vous souhaite de prendre le même plaisir que moi. Du coup, pour conclure cette vidéo, vraiment déjà merci d'être arrivé jusqu'au bout. J'espère que j'ai répondu à vos questions. Le conseil ultime que je peux vous donner, je l'ai dit dans la vidéo, c'est ne laissez rien au hasard, mais faites aussi les choses simplement, et vous verrez que tout se passera bien sur votre Biking Man ou sur votre épreuve ultra distance. Du coup, merci à vous les amis de m'avoir écouté, et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.